L'arrivée du pape Benoît XVI est désormais toute proche en France. À 11 heures, le vendredi 12 septembre, Benoît XVI se posera à l'aéroport d'Orly pour son premier voyage apostolique en France. Nous cherchons ensemble à mieux comprendre les enjeux de cette visite, son contexte, et voici le décryptage du cardinal André XXIII. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Paris, président de la Conférence des évêques de France. Nous sommes ici au siège de cette conférence épiscopale, avenue de Breteuil à Paris. C'est d'ailleurs même dans cette salle que se réunit le Conseil permanent, l'une des instances névralgiques de cette conférence épiscopale. Vous n'avez pas cessé de répéter et de dire que ce voyage était un événement pour notre pays. Est-ce aussi un événement pour les non-catholiques, les non-croyants ? Bien sûr, parce que les non-croyants et les croyants font partie du même pays et ils sont liés par toutes sortes de relations habituelles, que ce soit dans le travail, dans la vie quotidienne, dans le voisinage. Ils sont solidaires dans les événements qui marquent notre société, et donc ce qui arrive aux uns n'est pas sans effet sur ce qui arrive aux autres, et même s'ils ne sont pas directement intéressés ou s'ils ne s'intéressent pas directement à la visite du pape, ils auront à vivre aussi avec les effets de cette visite, non seulement pratiquement à vivre les effets pendant les jours de la présence du pape, mais surtout à vivre les effets de cette visite du pape sur les catholiques qui vont certainement évoluer dans leur manière de vivre la foi chrétienne. Peut-être aussi sur le cours de l'histoire de notre pays. Une visite du pape, ça peut être marquant pour tout simplement l'histoire d'un pays. La visite du pape est toujours un événement marquant parce que c'est un événement qui fait d'une certaine façon intervenir et jouer dans le tissu national une dimension universelle à laquelle on n'est pas toujours habitué. Et donc la venue du pape, c'est pas simplement la venue du voisin, mais il se trouve que nous sommes quand même voisins, sinon avec le Vatican, du moins avec l'Italie. Donc la venue du pape, c'est pas seulement la venue du voisin, c'est la venue de celui qui personnalise la catholicité de l'Église et qui nous met dans la communion apostolique avec toutes les communautés à travers le monde. Et donc c'est une des dimensions importantes de la rencontre du pape avec les catholiques qui sont en France, de leur faire mieux percevoir cette dimension universelle. Finalement, on se rend compte que le pape Benoît XVI reste très peu connu peut-être du grand public, si ce n'est à travers quelques caricatures. Vous qui avez eu une relation personnelle autant avec le cardinal Ratzinger qu'avec le pape Benoît XVI, quels sont à votre avis les traits de personnalité qui pourront marquer les Français ? Certainement le premier qui explique ce que vous dites, c'est-à-dire que si le cardinal Ratzinger d'abord, puis Benoît XVI ensuite est peu connu en France, c'est d'abord parce que c'est un homme discret. C'est-à-dire que, évidemment, il n'a pas l'habitude de faire la couverture des magazines, ni depuis qu'il est pape, encore que maintenant on ne lui demande pas son avis, mais avant qu'il ne soit pape, pendant 25 ans, il a été préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est un poste clé dans le dispositif de l'Église, et à aucun moment dans cette fonction, il n'a essayé de se faire, j'allais dire, de se faire mousser pour occuper le devant de la scène. Qu'est-ce que cela dit de sa personnalité, alors que le monde fonctionne avec les médias et la une des médias? Ça dit plusieurs choses. Ça dit d'abord que c'est un tempérament discret et modeste, mais ça révèle aussi quelque chose qui est plus un caractère professionnel que de personnalité. C'est-à-dire que c'est avant tout Joseph Ratzinger, c'est un professeur, c'est un universitaire qui a investi toutes ses capacités qui sont énormes, tant intellectuelles qu'esthétiques, affectives, dans la recherche et dans le travail d'études. Et donc, ça n'est pas un profil professionnel de baroudeur, c'est un profil d'acteur, c'est un profil professionnel d'homme de bibliothèque, d'homme d'enseignement. Il a été un professeur remarquable, et d'homme de publication. Sa manière d'être présent dans la société et d'intervenir dans l'histoire du monde, c'est de publier le fruit de ses travaux, ce qu'il a continué à faire depuis qu'il est pape, puisque l'année dernière,
encore, il a publié le premier volume de son ouvrage Jésus de Nazareth. On va revenir d'ailleurs sur les conséquences et les effets attendus de cette visite en France, de ce pape grand théologien, mais je voudrais revenir sur cette première visite du pape Jean-Paul II France. Souviens-toi, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Ça, peut-être que notre pays, l'Église en France, est marquée par cette interpellation du pape Jean-Paul II, alors même que le contexte était plutôt difficile, on peut le dire. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. 1980, cette rencontre au Bourget, il aurait pu y avoir beaucoup plus de monde. Il y avait quoi? Une méfiance, une forme de tiédeur. Le contexte semble en tout cas avoir considérablement évolué. 1980, heureusement que le contexte a évolué. Mais je pense que sur la visite de Jean-Paul II en 1980, il faut tenir compte de deux éléments. Le premier, c'est que d'une certaine façon, c'était un inédit. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de référence antérieure. C'était la première visite d'un pape dans le temps moderne. Et donc, on ne savait pas comment ça se passait. On ne savait pas comment ça se passerait. Et il y a eu une véritable campagne d'affolement médiatique sur le Bourget. On disait aux gens, tout va être bloqué, n'y allez pas, etc. Moi, je suis allé au Bourget à 6 h du matin en prenant le train à la gare de l'Est. J'étais tout seul dans le wagon. Donc, c'était vraiment une espèce de psychose qui s'était répandue, et qui a jointe au mauvais temps qu'il faisait, qui fait qu'il y avait peu de monde au Bourget. Par contre, la célébration sur le parvis de Notre-Dame le vendredi soir a été un moment très fort, comme aussi la rencontre des Polonais. Enfin, je ne vais pas reprendre tous les épisodes de la visite de Jean-Paul II, mais d'une certaine façon, ça a été, pour nous, certainement, pour Jean-Paul II peut-être un peu aussi, une maquette de ses voyages apostoliques, parce que à partir de là, il n'y a pas eu beaucoup de voyages de Jean-Paul II où il y a eu un Parc des Princes, transposé dans les différents pays. Parce que cette soirée au Parc des Princes a été emblématique de la manière dont le pape pouvait rencontrer les jeunes. Et donc ça a été un peu une répétition générale. Et il se trouve aussi que cette visite de Jean-Paul II se trouvait à un moment de l'histoire de l'Église. C'était il y a 28 ans maintenant, donc on peut dire à presque 3 décennies de distance que la situation n'est plus du tout la même. Quel chemin a été parcouru pour vous, en grande ligne, en quelques instants, quelques mots Ça, c'est difficile de résumer en quelques mots, mais je dirais que d'une certaine façon, la désaffection à l'égard de la foi catholique et de l'Église s'est accentuée chez un certain nombre de gens, statistiquement. Et d'un autre côté, la motivation, l'approfondissement et l'engagement chez d'autres s'est aussi développé. Et qu'on n'est pas, ça a été la période, ces 28 ans ou ces 30 ans ont été quand même la période où nous avons appris et nous avons petit à petit mis en œuvre une manière d'être présent dans la société qui n'est plus la même manière que dans les années 50-60. Et donc, nous avons d'une certaine façon inauguré un mode de présence, et je crois que la visite du pape Jean-Paul II a été un peu un phénomène déclencheur par rapport à ça. Et quel pourrait être l'élément déclencheur de la visite du pape Benoît XVI, cette fois, aujourd'hui, en 2008, pour bien comprendre à quelle charnière peut-être l'Église de France se trouve? Je vais vous faire une confidence, c'est qu'en général, dans l'histoire, les éléments déclencheurs, on les connaît après. Ouais. Et donc, ce ne sont pas ceux qu'on avait prévus. En tout cas, on peut parler du contexte. On peut parler du contexte, mais je ne peux pas dire en quel sens la visite du pape sera un déclencheur, parce que je ne sais pas comment elle va se passer d'abord. Et ensuite, je veux dire, je sais les événements, mais je sais les rencontres qui ont été prévues, mais je ne sais pas ce qu'elles vont produire, je ne sais pas quel va être le feeling entre le pape et ses interlocuteurs et ses rencontres, etc. Donc tout ça, c'est la Providence qui nous le dira. Ce que nous pouvons dire, parce que c'est ce qui est inscrit dans le programme du pape, et ce qui est très simple, si je parle de son séjour très bref à Paris, il y a des éléments qui sont tout à fait constitutifs, qui sont d'une part la manière dont Ratzinger, Benoît XVI, réfléchit et comprend la situation de la foi dans le monde moderne, et comment il va essayer d'expliquer, dans sa conférence au Bernardin, le rapport de la foi, de la culture et de la civilisation. Ça, c'est un temps fort, inéluctablement.
il sera réussi ou il ne sera pas réussi, ça dépend de la qualité de l'intervention du pape, de la qualité de son auditoire et de l'assistance du Saint-Esprit. Ensuite, sa rencontre avec les prêtres, les religieux, les religieuses, les diacres, les consacrés, c'est un moment de prière intense dans la cathédrale. Et troisièmement, la grand-messe célébrée sur l'esplanade des Invalides, qui va être un temps de rassemblement populaire très largement ouvert. Et puis, des rencontres significatives, les représentants de la communauté juive, les représentants de l'islam, qui seront des moments, et les représentants, évidemment, des religions chrétiennes qui seront associés à la prière à Notre-Dame. D'ailleurs, on peut dire que le passage au Collège des Bernardins, c'est peut-être l'une des très grandes originalités de ce voyage pontifical. C'est une originalité dans la mesure où, de dire d'une certaine façon, c'est un acte inaugural pour le collège des Bernardins. Mais enfin, ce n'est pas une originalité que le pape fasse une conférence devant 500 personnes. Ça s'est déjà produit un certain nombre de fois. Vous dites dans ces entretiens avec Michel Coul qui sont publiés par écrit que la priorité est de sortir de cette idée reçue que la religion doit rester confidentielle. Autrement dit, les chrétiens doivent sortir de leur tenue de camouflage. Comment cela pourra être expérimenté au cours de cette visite du pape Benoît XVI? Alors, premièrement, je ne sais pas si ce sont les chrétiens qui ont une tenue de camouflage ou si on tend devant eux un voile pour ne pas les voir. C'est pas exactement la même chose, ouais. Mais c'est évident que... Un peu les deux, peut-être? Un peu les deux, probablement. Et je pense que l'un des effets de la visite du pape, puisque on est dans une société quand même où la réalité est largement remplacée par la virtualité, ça va être qu'on va voir, non pas, enfin, j'espère que beaucoup de gens viendront voir de leurs yeux. C'est un valeur de test pour vous, aussi, ce voyage du pape Benoît XVI, sur l'intérêt qu'il peut susciter en France, la mobilisation des catholiques, des paroisses? Bien sûr, bien sûr. Et aussi le sens que va prendre son image, puisque maintenant c'est complètement passé dans les mœurs que les voyages du pape sont complètement télévisés et donc peuvent être regardés par quantité de gens. Alors, l'intégralité est télévisée et transmise aux télévisions. Ensuite, c'est la responsabilité des chaînes télévisées de diffuser ou de ne pas diffuser. Quelle est l'invitation du président de la Conférence des évêques de France à nos téléspectateurs, aux catholiques de France plus largement, qui pourraient d'ailleurs suivre cette visite derrière leur télévision? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça ne suffit pas? Non, justement, c'est pourquoi je disais qu'on était dans une société où le virtuel se substituait au réel. Oui. Donc, la télévision, c'est un instrument merveilleux pour ceux qui ne peuvent pas participer. Ça leur permet d'avoir une participation réelle grâce à un instrument virtuel. Mais c'est évident que ça ne remplace pas la participation réelle, parce que la participation télévisuelle, d'une certaine façon, est une manière de prendre sa part d'un événement. Ça n'est pas une manière de constituer l'événement. Or, pour qu'il y ait événement, il faut qu'il y ait du monde. C'est pas le pape et moi qui allons faire l'événement, c'est le fait qu'il y aura du monde autour. Bon. Et donc, pour ceux qui sont, évidemment, je pense pour les 24 heures qu'il va passer à Paris, je ne doute pas que beaucoup de Parisiens, surtout en ce début du mois de septembre où ils reviennent de vacances pour un certain nombre d'entre eux, ils n'ont pas encore repris tout à fait leurs activités, je pense que beaucoup de Parisiens auront à cœur de venir voir, c'est-à-dire de se placer soit sur le parcours pour les pour voir passer le pape en trajets, pape mobile, oui. Et non seulement voir passer le pape, mais surtout le parcours des quais, il y aura des grands écrans où ils pourront suivre et la conférence des Bernardins et les vêpres à Notre-Dame, et donc ce sera une manière d'être présent, et puis surtout à la messe le samedi matin. Mais je pense aussi, bien entendu, que pendant le séjour du pape à Lourdes, et en particulier la messe du dimanche matin devant la grotte, sur la pelouse devant la grotte, sera un moment où beaucoup de Français auront à cœur de s'unir physiquement à la prière du pape. C'est peut-être aussi tous ceux qui habitent plus dans le sud de la France
une occasion pour eux Oui, de mais rencontrer le enfin pape, tout non? ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on peut habiter, si on habite à Orléans, pour prendre une ville Oui. bien connue du bord de Loire, on est aussi loin de Lourdes que si on habite à Lille, ça dépend comment on y va. Les distances n'ont pas le même sens si on parle kilomètres, train, voiture, avion. Revenons sur cette question du dialogue avec le monde de la culture. À votre avis, quels sont les défis qui se posent? On voit bien que le contexte en France semble évoluer. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, par exemple, à la basilique du Latran, a donné ce fameux discours appelant de ses voeux à une laïcité positive. Alors il y a les mots, il y a aussi la polémique qui a suivi. Et puis, malgré tout, l'ensemble du contexte qui semble évoluer. Est-ce que vous percevez qu'il y a là des paroles précises à poser, peut-être aussi à donner la position même de l'Église catholique dans son rapport aux non-croyants et à toutes les autres cultures? Oui, il y a deux choses très différentes. Il y a, je dirais, notre petite histoire provinciale de la franco-française, du conflit entre l'Église et l'État, qui remonte au moins au XVIe siècle, mais qui a pris une forme aiguë au XVIIIe, XIXe siècle, et une forme achevée au début du XXe siècle, avec la séparation de l'Église et de l'État, qui en soi n'est pas un crime, mais qui pouvait être vécu de manière plus ou moins positive, ce que justement le président Sarkozy a initié par son expression sur une laïcité positive. Donc ça vous séduit d'ailleurs, ce terme même C'est pas fait pour me séduire, c'est une démarche d'homme politique qui pose un acte politique, c'est sa responsabilité. Ça portera du fruit si on s'en sert, si on sait s'en servir. Et je pense en tout cas que c'est une parole qui a une intention, du moins pour autant que je le discerne, et qui a un objectif d'apaisement. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole de militance contre je ne sais qui, c'est une parole d'apaisement pour la société française. Donc ça, c'est notre petite histoire franco-française qui finalement n'intéresse pas grand monde, pas beaucoup de monde à travers l'univers. C'est quand même décisif pour nous, Français. Pour nous. Oui. Mais enfin, nous, c'est un petit point, une tête d'épingle sur la map monde, y compris en Europe. Aucun pays d'Europe ne partage ce genre de discussion. Il n'imagine même pas ce que ça peut vouloir dire. Et puis, il y a une autre question qui est autrement importante et qui est autrement profonde, qui est la rencontre de la foi chrétienne avec la culture et la civilisation moderne. Et en particulier avec l'espèce d'impérium général que s'est constituée la culture scientifique et plus particulièrement les applications technologiques de la culture scientifique. Et donc, nous nous trouvons là devant une rencontre culturelle importante et dans laquelle il y a, à mon avis, deux points faibles. Le premier point faible, c'est l'espèce de vision totalitaire d'un discours scientifique qui récuse a priori toute autre approche de la réalité. Et donc, qui ne s'appuie ni sur la démarche esthétique, ni sur la démarche philosophique, ni sur la démarche littéraire. Il n'y a que la culture scientifique, non pas qu'ils ignorent que ça existe, mais, entre guillemets, ça ne sert à rien. Ce qui sert à faire tourner le monde, c'est la culture scientifique. Et c'est dans ce sens que je parle d'un totalitarisme, c'est-à-dire que... Le mot est fort, oui. Oui, il est réel, c'est-à-dire, je ne dis pas que les individus ont une vision totalitaire, mais le système a un effet totalitaire parce qu'il vise à organiser le monde selon une approche sectorielle qui se prend pour la totalité de la réalité. Et donc, vis-à-vis de cette approche totalitaire, qui peut devenir militante chez certains, et qui chez d'autres est un totalitarisme paisible et évident. Je veux dire, ils ne veulent de mal à personne et ils n'agressent personne et je ne me sens pas agressé. Vous vous sentez agressé par qui? Par personne. Mais, en l'occurrence, ce fonctionnement considère que l'apport spécifique
non seulement de la foi chrétienne, qui est une spécialité évidemment originale, puisqu'il s'agit d'une grâce de Dieu, et il ne s'agit pas d'un produit culturel. Mais cette grâce de Dieu qui se réalise dans la foi chrétienne produit une civilisation et une culture. Et cette civilisation et cette culture sont ignorées. Elles ne servent à rien. Voilà. Du moins dans une vision globale. Et inversement, je pense que pour un certain nombre de chrétiens aujourd'hui, ils ont intériorisé cette non-efficacité de la culture chrétienne. Ça, c'est l'autre fragilité, alors? L'autre fragilité, c'est que les chrétiens eux-mêmes ne sont pas convaincus qu'ils peuvent apporter quelque chose à la société, et donc ils gardent le contenu de la foi comme une sagesse à usage interne, mais ils ne voient pas comment cette sagesse peut être prise au sérieux dans le débat intellectuel et universitaire qui est monopolisé par les sciences exactes. Voilà, alors c'est dit de façon un peu caricaturale. Ou une rencontre. Vous attendez précisément un discours du pape Benoît XVI pourrait faire évoluer la situation, faire réfléchir et les uns et les autres? Et du coup, vous invitez au Collège des Bernardins ceux qui ont cette vision totalitaire mais je ne crois pas qu'il y en ait. Il y a quelques individus qui ont cette vision, mais c'est le système qui est totalitaire. J'espère que le discours du pape, de toute façon, le discours du pape fera réfléchir ceux dont l'intelligence est ouverte. Ceux qui sont bouchés, il peut faire les pieds au mur, ça ne les fera pas réfléchir. Mais on a bien vu, par exemple, comment l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio, a eu précisément cet effet de permettre à des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ne sont pas croyants de prendre en considération une démarche intellectuelle qui a sa cohérence et sa légitimité rationnelle, et qui n'est pas de l'ordre de l'irrationnel. Or, précisément, je pense que nous avons besoin, dans la société contemporaine, de rouvrir les circuits de débat devant la raison. Car dans l'humanité, il ne peut pas y avoir de dialogue universel si on ne passe pas par la médiation de la rationalité universelle. Quel impact pour la vie quotidienne? Je pense à ceux qui nous regardent, qui ne comprennent pas forcément les enjeux de ce dialogue entre la foi et la raison. C'est très simple. C'est très simple. Voilà. Une mère de famille qui essaye d'élever ses enfants en leur disant « il ne faut pas mentir ». Pourquoi elle leur dit « il ne faut pas mentir » ? Est-ce que c'est parce qu'elle est chrétienne ou est-ce que c'est parce qu'elle est une femme? D'après vous? Normalement, il ne faut pas mentir, ça fait partie de la morale universelle. Alors si on est chrétien, a fortiori, mais on ne défend pas la vérité parce qu'on est chrétien, on défend la vérité parce que c'est un bien commun de l'humanité. Il ne faut pas voler, pas seulement parce que c'est dans les 10 commandements, mais plutôt c'est dans les 10 commandements parce que ça concerne l'humanité entière. Et donc, les justifications, comment est-ce qu'on va aider un enfant, puis un jeune, à reconnaître que l'existence humaine doit être conduite par la raison et la liberté, et non pas par la passion? Eh bien, cette question-là, ce n'est pas une question de foi, c'est une question de l'humanité dans son ensemble. Revenons à une question de foi, il nous reste quelques minutes, Monseigneur 23, pour évoquer peut-être les dossiers sensibles pour les évêques en France, puisque le pape Benoît XVI va rencontrer les évêques, c'est son souhait à Lourdes. Vous serez évidemment présent avec l'ensemble des évêques français, oui. Nous le souhaitons. Quels sont pour vous les dossiers sensibles? Est-ce qu'on peut dire que la question de la liturgie, notamment un an après le Motu Proprio Summorum Pontificum, qui a permis la célébration de la liturgie autant sur le missel Paul VI que Saint Pie V, sera à l'ordre du jour? Est-ce que c'est l'un des dossiers sensibles dans cette rencontre avec le pape Benoît XVI? Je ne crois pas que ce soit un dossier sensible. C'est un dossier qui suit son cours, selon les diocèses, selon la réalité, selon les demandes qui sont faites. Mais ce qui est sensible dans ce dossier, ce n'est pas la question de la liturgie.
la réponse de la Fraternité Saint-Pie X aux propositions du pape au mois de juin dernier ont assez montré que ce n'était pas le problème. Et que le vrai problème, c'est la question de l'enseignement du Concile et de l'autorité du Concile dans l'Église. Concile Vatican II. Et de tous les conciles, pas seulement de Vatican II, mais de Vatican II aussi. Et donc, savoir si on participe à la vie de l'Église ou si on trie dans l'assiette ce qu'on prend et ce qu'on laisse. Et qu'est-ce que le pape peut apporter dans la situation française qui, on le sait, est particulièrement complexe. D'ailleurs, même Paris, vous, en tant qu'archevêque de Paris, vous avez été marqué par cette histoire de tension, de division, de schisme, de violence autour de... Bien sûr, mais l'apport du pape, c'est ce qu'il fait habituellement dans son ministère, c'est-à-dire que c'est un ministère de communion avec les évêques et d'expression de la mission d'unité dans l'Église. Et donc, il va faire ça avec nous, comme il le fait toujours. Bien. Mais s'il y a des dossiers réellement plus sensibles, à mon avis, dans le dialogue avec le pape, et dans la rencontre des évêques avec le pape, c'est certainement celui qui porte sur la mission de l'Église, c'est-à-dire comment nous autres, les évêques des diocèses de France, nous exerçons notre responsabilité de leader de la mission et de stimulant, d'appelant, j'allais dire de coach pour les missionnaires. Et donc, comment nous mettons en œuvre cette dimension missionnaire de la vie de l'Église, qui est constitutive de la vie de l'Église, dans des conditions tout à fait mouvantes et renouvelées, avec la réduction d'un certain nombre d'ensembles humains de villes. C'est le même problème qui se pose pour les collectivités territoriales, hein, c'est pas extraordinaire. Bon. Donc, ça c'est une vraie question, une question importante, la question du recrutement des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs consacrés, des laïcs engagés pour vivre la mission, et puis la question du témoignage que nous pouvons rendre dans la société face aux grandes questions qui concernent la vie humaine. Et on va avoir l'année prochaine le débat sur les lois de bioéthique. On sait très bien que sur ces questions-là, notre conviction chrétienne nous conduit à poser des exigences qui ne sont pas chrétiennes, qui sont des exigences d'humanité, mais que nous défendons avec plus de conviction que les autres. Merci beaucoup, Monseigneur André 23, de nous avoir donné ce décryptage et d'avoir mieux perçu avec vous les enjeux, et ils ne sont pas moindres pour l'Église en France et plus largement pour notre pays, autour de cette visite donc prochaine du pape Benoît XVI. Une visite d'ailleurs à suivre en direct et dans son intégralité sur bien sûr la chaîne KTO et sur www.kto.com.